Et justement, nous allons développer ce que vous avez tous et toutes dit lors de cette présentation. Et on va commencer avec ce partenariat, deux copilotes, vous l'aurez compris, la santé et l'éducation nationale. Et pour effectivement être un peu plus, pour affiner la feuille de route, voir effectivement comment vont se mettre en place les groupes de travail, nous allons en parler avec Julie Barrois pour la DGS, la Direction Générale de la Santé, et Claire B de la DGSCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Elles vont, voilà, une séquence à deux voix. Je vous demande de les accueillir. Merci. Bienvenue à vous deux. Donc voilà, Julie Barrois et Claire B, installez-vous, vous avez des micros, vous allez donc nous expliquer comment vous travaillez ensemble. On va revenir sur les fameux quotaires. On va aussi privilégier les échanges avec vous, qui êtes dans la salle. Je rappelle, il y aura à chaque fois un temps de questions-réponses. Et bien sûr, s'il y a des questions venant des régions, les Outre-mer et d'ailleurs, je m'en ferai l'ambassadrice, évidemment. Alors, Julie Baron, on va commencer avec vous. Nous venons d'évoquer la stratégie interministérielle de développement des CPS. Alors, on compte sur vous pour nous expliquer comment ça se met en place. Expliquez-nous. Bonjour à toutes et tous. Alors pour certains, peut-être que ça va être quelques redites, mais il est vraiment important qu'on puisse repartager ces éléments ensemble pour que voilà, tout le monde ait les mêmes éléments en tête. On a un vrai travail de diffusion de ces éléments. Et donc, bien sûr, ça commence par vous. Alors, il y a une petite télécommande. Donc on l'a dit, les compétences psychosociales, des compétences de vie utiles au quotidien pour chacun, des éléments scientifiques, des expérimentations, des expériences internationales qui se sont déroulées depuis plusieurs dizaines d'années. En France, une première apparition dans un texte de politique publique en 2011 dans le cadre du programme national d'action contre le suicide. Et donc, en fait, c'est la première action de ce programme d'action contre le suicide, avec donc développer la qualité et l'efficacité des actions de développement des compétences psychosociales des enfants et des adolescents. Donc, une première reconnaissance en fait publique en France de cette thématique, qui donc est mise en lien avec le bien-être mental et la prévention du suicide, qui paraît quand même un sujet un petit peu loin, mais on voit bien le continuum qu'on essaie de travailler. Donc il s'agit déjà à l'époque de faire connaître aux acteurs français les éléments validés au niveau international, d'expliciter leurs fondements et de capitaliser sur ces expériences. Et donc à ce moment-là, l'INPES, ancêtre de Santé publique France, est chargé d'identifier et de diffuser les interventions efficaces. Et donc ça amène à la création de cet annuaire sur les interventions probantes. Et donc un peu plus tard, le Haut Conseil de santé publique, qui est chargé de l'évaluation du programme national d'action contre le suicide, signale quand même cette action sur les CPS comme vraiment intéressante, structurante, dépassant quand même le seul sujet de la prévention du suicide. Et donc du coup, il recommande d'en faire un élément de la future feuille de route santé mentale et psychiatrie. Et puis aussi, il donne des indications comme identifier les critères d'efficacité, donc du coup ce qu'a fait Santé publique France par la suite. Et puis aussi donc l'idée d'intervenir de façon très précoce auprès des enfants, d'intervenir de façon continue, d'associer les parents également. Et donc du coup, on a ces éléments déjà en main dès 2011. Et puis, bon, comme vous le savez, le coup d'envoi, le lancement, c'est 10 ans plus tard, avec les conclusions des assises santé mentale et psychiatrie. Donc la mesure 11 nous dit de définir une stratégie multisectorielle de déploiement des compétences psychosociales, dont à l'école. Et voilà. Mais en fait, bon, forcément, pendant ces 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, notamment dans les territoires, vous le savez bien.
puisque donc les ARS, notamment grâce au Fonds de lutte contre les addictions, a pu soutenir des programmes probants en milieu scolaire tout particulièrement. Donc il y a eu ces éléments-là. Et puis aussi d'autres acteurs qui ont pu cumuler des expériences sur les CPS sur lesquelles on va pouvoir capitaliser maintenant. Ce sont des ressources à identifier dans les territoires et sur lesquelles s'appuyer pour le déploiement. Peut-être juste un chiffre pour le Fonds de lutte contre les addictions. En 2022, c'est 71 programmes qui ont été soutenus donc par le FLCA régional. Donc c'est 11% de la masse financière totale du FLCA régional. C'est important. 3,6 millions. Voilà, et ça montre quand même la place qu'on donne aujourd'hui au CPS. Et puis donc l'annonce des assises, c'est en lien avec un élément accélérateur qui est donc la crise sanitaire, le constat que la santé mentale des Français se dégrade et notamment chez les jeunes. Donc on l'a dit, beaucoup d'éléments de suivi épidémiologique qui étayent ce constat. Et donc le BEH de Santé publique France qui sort aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de prévention du suicide le dit à nouveau donc sur la base des résultats du baromètre 2021. Donc il est urgent de se mobiliser. Donc la nouveauté en fait avec cette mesure des assises, c'est la mobilisation d'un grand nombre de départements ministériels autour de cette question du renforcement des compétences psychosociales et notamment donc l'éducation nationale dans le cadre de son programme École promotrice de la santé. Et donc c'est ça qui a donné vraiment le coup d'envoi. Le coup d'envoi vers des travaux qui ont été quand même assez intenses pendant plusieurs mois, puisqu'on a quand même sorti ce document, cette instruction interministérielle en un temps record, puisque elle est sortie en août 2022. Si tu veux mettre la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc là, vous avez les différents départements ministériels qui sont impliqués sur cette politique. C'est ajouté depuis le ministère de la Culture qui, même si ils n'ont pas de professionnels au contact avec les jeunes, en tout cas en position éducative, est très intéressé et a toute sa place dans cette stratégie. Les grands principes de cette stratégie, donc on se rappelle la recommandation du Haut Conseil de santé publique, agir tôt tout au long de la vie et en cohérence dans tous les milieux de vie, et donc d'où l'importance d'avoir cette mobilisation très large des différents partenaires ministériels. Et puis donc à partir d'un constat qui dit qu'on ne va pas pouvoir couvrir l'ensemble des enfants à partir des programmes probants, un changement d'échelle qui est décidé, donc avec la formation des professionnels qui sont au contact des enfants, et donc un changement quand même de leur posture éducative, et donc le souhait, un objectif qui est ambitieux, un objectif générationnel, de faire en sorte qu'en 2037, les enfants qui naissent en 2037 puissent bénéficier tout au long de leur parcours de vie d'un soutien de leurs compétences psychosociales. Donc c'est un temps long, mais on voit que c'est un temps qui va devoir être investi dès à présent parce que, encore une fois, le changement est quand même très important pour les professionnels et aussi parce qu'il va falloir mobiliser à la fois les acteurs mais aussi les décideurs. Et donc on va avoir des étapes à franchir ensemble. La sensibilisation, la transmission des connaissances théoriques et expérientielles en s'appuyant sur les ressources existantes. Donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Et puis aussi donc, construire des contenus pédagogiques spécifiques. Donc l'idée aussi c'est de partir d'une définition commune des compétences psychosociales, d'où l'importance des livrables de Santé publique France aussi qui nous donnent donc des bases communes pour notre action.
puisqu'on a un gros travail de coordination en fait, entre les différents acteurs à mener. Donc cette instruction interministérielle, elle va se décliner, on l'a dit, en 5 feuilles de route sectorielles quinquennales qui vont se succéder. Donc elles sont aujourd'hui à un stade de finalisation très avancé, et même l'enseignement agricole vient de publier sa feuille de route. L'éducation nationale, jeunesse et sport, c'est imminent, Claire va revenir dessus. Les jeunes sous protection également, ça va sortir très bientôt. Et avant la fin du deuxième trimestre 2024, nous aurons une feuille de route pour l'enseignement supérieur et une autre pour les grands, donc l'insertion professionnelle, la formation professionnelle, des éléments qui vont arriver, qui donc, on le souhaite, seront réunis dans un document unique pour plus de visibilité, pour une mise en valeur de leur complémentarité et de cette synergie qu'on souhaite vraiment entre les différentes interventions. Toutes ces feuilles, on prévoit qu'elles traitent des mêmes sujets, donc qu'elles aient un petit peu la même architecture. Et donc, elles seront à disposition pour donner un cap, pour définir des objectifs et des moyens donc par secteur. Voilà pour ma petite partie. Merci. Donc pour ma part, pour illustrer un petit peu ce qui a été indiqué, je me proposais de faire un point sur la feuille de route commune donc de la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, la DGEVVA, pour la jeunesse et les sports. Donc c'était une feuille de route commune sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs mois, qui est effectivement à peu près finalisée maintenant, donc on espère pouvoir avoir une publication le plus rapidement possible, avec aussi finalement un signal intéressant récemment avec notre nouveau ministère élargi et qui finalement représente d'autant mieux notre engagement commun sur cette question des CPS et sur le reste. Donc je vous ai mis rapidement sur la diapositive les 5 parties de notre feuille de route commune pour vous montrer un petit peu la manière dont on l'a structurée. Un premier point qui nous semblait essentiel, de rappeler le fait que les compétences psychosociales doivent être développées au service du bien-être, de la réussite scolaire et éducative et de la lutte contre le harcèlement, donc d'une manière plus générale. Donc une première partie qui finalement prend presque la forme d'un plaidoyer. La deuxième partie donne des éléments de pilotage, et je donnerai tout à l'heure un exemple avec ce que ça peut donner dans l'éducation nationale. Sur la question de la mise en cohérence des différents temps de l'enfant, on y reviendra aussi, mais c'est un enjeu essentiel et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, à la fois au niveau national et territorial, et donc c'est décliné sur tous les niveaux existants. Un troisième point essentiel aussi, vous allez me dire tous les points sont essentiels, mais évidemment la question de la formation, puisqu'il s'agit de faire monter en compétences à la fois les adultes, les enfants et les jeunes, étant entendu que pour développer les compétences psychosociales de nos élèves, il est essentiel, et des enfants et des adolescents en général, il est essentiel d'avoir des adultes qui ont eux-mêmes des compétences psychosociales développées. Donc même si nous n'avons pas fait le choix de faire des étapes successives, c'est-à-dire on n'a pas dit on fait on ne forme que les adultes et ensuite on attend et quand on sera prêt, on ne formera que les élèves parce que en termes de timing, ça ne nous semblait pas intéressant et de toute manière, quand on s'intéresse un petit peu à la manière dont les apprentissages se construisent, on sait que c'est beaucoup plus spiralaire en réalité et donc ça peut être intéressant de travailler les deux de manière concomitante. Le quatrième point concerne l'information et le plaidoyer envers le grand public. C'est essentiel qu'on soit compris, même si nous, au niveau de l'éducation nationale, voilà, il semble que vraiment, en tout cas au niveau de nos personnels, il y a eu vraiment finalement un grand intérêt et je pense que nos personnels sont convaincus désormais de l'intérêt de développer les compétences psychosociales. Et j'en veux pour exemple, effectivement, très très rapidement, les plus de 1000, on s'est arrêté de compter à 1200 écoles qui étaient volontaires pour l'expérimentation empathie, sans qu'on ait fait, j'ai envie de dire, le moindre effort pour le coup.
pour pouvoir leur demander qui était intéressé. Donc voilà. Et puis, dernier point, évidemment, c'est essentiel pour nous permettre d'avancer de manière efficace, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route avec un certain nombre d'indicateurs qu'on a commencé à pointer. Et en tout cas pour l'éducation nationale, l'expérimentation empathie avec l'évaluation qui va être faite et là aussi avec nos partenaires, je l'espère, qui vont nous permettre de faire vraiment une évaluation de qualité. On pourra avoir déjà des premiers éléments et qui nous aideront pour la généralisation à la rentrée de septembre 2024. Donc sur cette stratégie, encore un petit zoom sur la manière dont dans l'éducation nationale spécifiquement, on a envisagé cette question des CPS à l'école. C'était très important pour nous, et Jean Hubac l'a rappelé tout à l'heure, qu'on ait vraiment une entrée systémique et donc une entrée globale. Il ne s'agit pas que les compétences psychosociales soient finalement le truc en plus qu'on va demander à nos personnels de faire. Nous, ce qu'on vise vraiment, c'est un changement de posture, c'est une évolution des gestes professionnels et c'est une inscription des CPS au cœur de la classe tout au long de la journée. Donc c'est vrai qu'on a pris du temps, alors c'est un temps qui est à la fois long et rapide, parce que c'est vrai que la publication de cette stratégie a maintenant plus d'1 an et demi, donc d'aucuns pourraient penser que c'est un petit peu long pour qu'on puisse publier une feuille de route précise nous concernant. Mais il nous a semblé dans le travail qu'on a mené que c'était important justement de bien préparer et de voir tous les axes qu'il allait falloir accompagner pour nos personnels et pas juste être dans l'injonction, mais bien dans l'accompagnement qui allait permettre de faire en sorte que ce soit possible. D'où on a travaillé à la fois sur un appui avec un cadrage institutionnel, évidemment la stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales, mais aussi une feuille de route qu'on a essayé de faire assez opérationnelle avec la JEPVA et les sports, et puis le plan interministériel de lutte contre le harcèlement qui est paru au mois de septembre et qui est aussi un appui et dans lequel la place des CPS est importante. C'est une petite parenthèse sur ce point, mais qui me semble essentiel, puisque tout à l'heure, Jean Hubac parlait de changement de paradigme et de changement de culture, et c'est une réalité. Depuis des années, dans l'éducation nationale, quand on parlait de lutter contre le harcèlement à l'école, on était sur du repérage des situations, on était sur l'accompagnement des victimes, on était sur le fait de sanctionner les auteurs. Et là, il y a un nouveau volet qui arrive, qui est le volet de la prévention, et qui s'appuie spécifiquement sur le développement des compétences psychosociales. Et là, cette capacité de travailler en amont, de développer les ressources internes de nos jeunes, de travailler la qualité de leurs relations à soi et aux autres pour permettre d'éviter finalement que les situations de harcèlement n'arrivent, c'est à mon sens vraiment important et très nouveau chez nous. Donc moi, je m'en réjouis. Deuxième axe dans lequel on a souhaité accompagner nos équipes, évidemment, c'est sur la question du pilotage. Je ne vais pas détailler la création des cotères puisqu'on va y revenir juste après avec Julie. Évidemment, l'appui sur les instances. Jean Hubac citait tout à l'heure le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, qui nous a semblé important de mettre en avant puisque c'est l'action, c'est l'instance dans laquelle les partenaires peuvent avoir un rôle vraiment important. Donc je pense que c'était essentiel d'en parler devant vous aujourd'hui. Mais pas uniquement. Pour moi, la question des CPS, c'est une question qui doit être présente dans toutes les instances de pilotage au sein des établissements, hein, comme un fil rouge finalement au sein de tout ce qu'on fait. Donc les conseils d'administration, les conseils d'école, etc. Les conseils pédagogiques, évidemment, puisque le développement des compétences psychosociales, nous souhaitons qu'il s'appuie sur la pédagogie. Et donc tout cela, c'était évidemment important. Et puis avec la création, Jean Hubac l'a dit aussi, des délégations académiques CPS pour avoir des relais sur le terrain, au plus près des territoires. Donc en tant que partenaire, voilà, c'est des personnes que vous pouvez solliciter dans les académies. Sur la question des ressources, évidemment, nous avons donc créé une page EduScol spécifique sur le développement des compétences psychosociales, donc, qui était une étape importante pour nous. Nous travaillons aussi au sein de la DGESCO en interservice avec le bureau des écoles, le bureau des collèges, le bureau des lycées, évidemment, le bureau des contenus pédagogiques, le bureau des programmes, ça a été dit tout à l'heure. Et donc, c'est plus uniquement centré sur mon bureau, donc le bureau de la santé et de l'action sociale. Et là aussi, je m'en réjouis parce que c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer.
Et puis évidemment, donc, ce qui nous mobilise énormément en ce moment, la fameuse parution du kit empathie. Et donc merci à Santé publique France pour son appui sur ce kit. Merci aussi à la DGS, on travaille de manière très commune et très proche sur ces sujets-là. Et donc avec le premier volume qui est paru fin décembre, le deuxième, eh bien, il part au maquettage aujourd'hui, donc il devrait paraître dans quelques jours, et le troisième en mars ou avril. Dernier volet, la question de la formation, qui est essentielle, qui a une part très importante pour nous évidemment, mais dans tous les secteurs, avec, je reviendrai tout à l'heure, des documents qui ont été créés dans le cadre d'un groupe de travail interministériel que j'ai le plaisir d'animer sur la question des formations des professionnels, avec évidemment notre propre plan national de formation de nos délégations académiques, qui ensuite va être décliné en académie. Et puis on travaille aussi, on a pour projet des modules d'auto-formation pour accompagner les personnels. Voilà pour ce premier effectivement état des lieux sur cette feuille de route. Alors un temps de questions-réponses, est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos deux intervenantes, effectivement, sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas à lever la main. Voilà, pour l'instant. Bon, on va continuer à avancer, effectivement, puisque de toute façon, on va reparler de ces kits tout à l'heure avec nos intervenantes de Santé publique France. Les cotères, on en a parlé en première partie, effectivement, une présentation, un maillon important, un échelon essentiel, ce sont les comités territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Julie Barrois, et nous dire un peu quel va être leur rôle ? Alors, je vais présenter même les 3 niveaux de mobilisation autour de la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des CPS, puisque donc, on a commencé à parler du niveau national avec bien sûr la production de l'instruction, mais aussi, donc, comme je vous le disais, le travail sur les feuilles de route sectorielles qui mobilisent quand même beaucoup nos collègues dans les différents ministères. Il y a le COPIL national qui permet de la mise en commun de ces éléments de façon interministérielle. Donc avec la DGESCO, on est copilote de ces travaux. Ces travaux, ce sont aussi des groupes de travail qui se sont mis en place sur différentes thématiques. Donc justement, l'animation territoriale, je vais y revenir. Un groupe de travail sur les formations, et donc Claire va en parler. Et un groupe de travail aussi qui va se réactiver prochainement sur le suivi et l'évaluation du déploiement de la stratégie, qui sera aussi un élément important. Et puis au niveau national aussi, les productions de Santé publique France, production au sens large, donc à la fois les livrables en termes de référentiels, documents de plaidoyer, et puis donc les séminaires de transfert de compétences également. Et puis aussi notre contribution au niveau national, c'est cette animation de réseau qu'on est en train de mettre en place, donc avec vous, référents ARS, CPS, en tout cas pour le côté santé, et puis dans chaque département ministériel est en train de mettre en place aussi un petit peu la même chose avec ses propres modalités et sa culture. Donc au niveau régional, c'est un échelon qui est vraiment important aussi avant d'en arriver au COTER, puisque donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir la mise en place d'une animation au sens mobilisation des acteurs, mobilisation des partenaires et identification des ressources sur les territoires. Et donc là, le copilotage, ce sont les agences régionales de santé et leurs partenaires côté académie. Il y a vraiment un enjeu en fait sur la diffusion de l'information, de la documentation sur la stratégie à ce niveau-là, et donc aussi un enjeu sur la structuration de l'expertise, mais ça, toute la journée y est consacrée. Pour pouvoir aider les acteurs en fait, dans le cadre de ce déploiement, donc dans le cadre du groupe de travail sur l'animation territoriale, a été produit un document, donc document de support technique pour organiser l'appui au niveau territorial, donc qui a été publié en novembre 2023.
en principe, tout le monde l'a eu, mais on va essayer de créer une page Internet sur le site du ministère de la Santé pour pouvoir bien mettre en valeur ces différentes ressources, et notamment celle-ci. Donc celle-ci, elle se veut vraiment pour aider les acteurs dans leur démarche de déploiement, avec très concrètement des exemples qui sont donnés d'autres régions sur leur méthode de travail pour organiser ce déploiement, et puis aussi les différentes étapes qui seraient donc à mener pour les travaux. Donc ça se veut pas prescriptif, puisque c'est à adapter bien sûr aux dispositifs existants sur les territoires et à leurs ressources, mais plutôt comme donc une ressource d'aide. Et encore grand merci aux membres du groupe de travail, donc notamment les ARS Île-de-France, Normandie, Grand Est, Pays de la Loire, PACA, pour leur contribution. Et puis à nos côtés aussi, il y avait donc les collègues de l'Éducation nationale, de la PJJ, de la cohésion sociale, Santé publique France bien sûr, et puis le réseau IREPS FNES, aujourd'hui Fédération Promotion Santé. Donc plusieurs étapes sont identifiées pour les régions pour pouvoir mener à bien ces travaux. Donc ça passe par une première étape qui est donc la structuration du portage du sujet au sein de l'ARS, et donc ça c'est un élément important, mais je pense que ça y est, c'est fait. Les référents CPS sont désignés au sein de la plupart des ARS, presque toutes. Ça permet en fait aux partenaires d'identifier une porte d'entrée à l'ARS, puisque le sujet est quand même largement partagé entre différents services, et donc justement votre rattachement à différents services de l'ARS le montre. C'est un sujet qui a été traité, bien sûr, est traité côté prévention des addictions. C'est un sujet qui concerne la promotion et la prévention en santé pour les jeunes notamment. Et puis, bien sûr, donc la santé mentale aussi qui est impliquée sur le sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de coordination aussi au sein même des ARS qui est à mener. Et puis, encore une fois, de lisibilité pour les acteurs extérieurs pour savoir à qui s'adresser. Et puis, il y a aussi donc un travail d'appropriation des éléments de la stratégie, donc de l'instruction, des feuilles de route lorsqu'elles seront disponibles. Et en fait, il s'agit de diffuser ces éléments donc à la fois aux acteurs, mais aussi aux décideurs, parce qu'effectivement, il va falloir embarquer tout le monde et convaincre que les CPS sont bénéfiques pour plein d'objectifs différents qui peuvent les intéresser. Je pense notamment aux collectivités territoriales qui vont être à convaincre, et sans doute qu'on n'arrivera pas à les convaincre toutes en même temps, mais ça sera en faisant masse d'une certaine façon qu'on y arrivera. C'est un temps long, hein, de toute façon, cette stratégie. Les effets ne seront pas immédiats. C'est sûr que ça ne correspond pas complètement au temps politique, mais en même temps, on a vraiment tout intérêt à montrer qu'il faut pouvoir creuser le sillon ensemble. Et puis aussi, donc, il faudra donc organiser ces fameux cotères. Donc, cotères qui sont copilotés, on le pressent, par les délégations départementales des ARS, les services départementaux de l'éducation nationale et les conseils départementaux. Donc là aussi, ce n'est pas un absolu. Donc l'échelon territorial dépend un peu de vos territoires aussi. On pressent que ça puisse être fait au niveau des départements, mais encore une fois, c'est à adapter. On imagine aussi que ça ne va pas être une feuille supplémentaire au millefeuille, et donc du coup qu'on peut s'appuyer sur des dispositifs existants. Donc on a bien cité les comités territoriaux promotion de la santé, et puis côté éducation nationale, les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Voilà, ce sont deux exemples d'instances qui existent et sur lesquelles on peut s'appuyer parce que déjà y siègent un certain nombre de partenaires et que du coup ça constitue une bonne base pour pouvoir parler ensemble des CPS. Et puis aussi donc un enjeu de conventionnement, donc à voir effectivement si des conventions qui existent entre les secteurs sont mobilisables, par exemple avec la protection judiciaire de la jeunesse, pour pouvoir
Donc inscrire la thématique des CPS et organiser la coordination du sujet entre les différents services, puisque donc à la fois il faut que les différents secteurs puissent travailler en interne le sujet, mais il y a un vrai enjeu de mise en commun et de coordination pour que au final le parcours des enfants soit cohérent. Et qu'à la fois à l'école, en extrascolaire, dans leurs différents milieux de vie, les choses soient les mêmes, les messages soient les mêmes. Il y a un des éléments, un des critères d'efficacité quand même des interventions, c'est le fait que ça soit explicite. Et donc du coup, il faut qu'on puisse aussi donner cette visibilité-là au public, donc les parents et les enfants. Voilà, donc en ce qui concerne les cotères, juste pour rappeler que les deux gros chantiers qui seront à mener, c'est d'abord le diagnostic partagé, donc pour pouvoir identifier ensemble les ressources du territoire, faire une priorisation aussi des actions, puisqu'on ne va pas pouvoir embrasser tout le sujet d'un seul coup, même si au final, donc, tous les enfants doivent pouvoir bénéficier d'interventions au cours de leur parcours. Il faut sans doute donc, commencer par certains territoires plus défavorisés, par des publics aussi spécifiques. Donc, ce diagnostic partagé est à réaliser au niveau territorial. Et puis, il est à assortir, bien sûr, d'un plan d'action qu'on imagine quinquennal pour suivre le rythme aussi des feuilles de route. Voilà. Et donc, bien sûr, les choses vont dans les deux sens. Donc, à la fois, on essaie de vous alimenter autant que possible d'éléments qui pourraient vous être utiles pour ce déploiement. Et de la même façon, au niveau territorial, il faudra aussi nous partager votre expérience pour qu'on puisse donc organiser la capitalisation et que d'autres territoires moins avancés puissent bénéficier de vos apports. Donc ça sera vraiment des éléments à consolider à tous les niveaux. Donc voilà pour la présentation des différents échelons, du point de vue national jusqu'à territorial. Comment l'éducation nationale s'empare effectivement de cette organisation ? Oui, alors là, c'était juste la diapo pour vous montrer le document Cotter, voilà, et donc vous dire qu'il y avait des exemples à l'intérieur qui étaient intéressants. Voilà. Alors, nous, à l'Éducation nationale, c'est vrai qu'on était évidemment très intéressés par ce dispositif des Cotter, et on s'est dit que pour que ça fonctionne bien, ça pourrait être intéressant de prévoir une préfiguration de son organisation. Et donc, on a identifié 5 départements, donc la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, l'Oise et les Yvelines. Donc, le choix était assez simple, hein. En fait, on a identifié 5 directeurs académiques qui étaient on va dire, plutôt convaincus de l'intérêt de développer les compétences psychosociales. Et donc, je leur ai proposé qu'ils puissent préfigurer ces cotères pour pouvoir après en tirer un certain nombre d'enseignements et qu'on puisse après diffuser auprès de leurs collègues. Et cette diffusion, voilà, elle est prévue dans les semaines à venir. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces premiers cotères préfigurateurs qui ont eu lieu entre le mois de mai et le mois de décembre dans ces 5 départements? D'abord, le retour des directeurs académiques, c'est qu'ils étaient vraiment très heureux de voir à quel point il y avait eu une réception positive de cette question dès qu'ils avaient pris contact avec les ARS ou dès qu'ils avaient pris contact avec les conseils départementaux. Il y avait tout de suite eu une volonté commune, partagée et un grand dynamisme à travailler autour de cette question. Et donc ça, c'était vraiment très, très positif pour eux. Et ça, c'était les 5 départements, sans exception, sur cette question. Le deuxième peut-être point d'étonnement, si on peut dire, c'est qu'ils ont pris conscience de l'importance justement de faire culture commune. Puisque quand ils ont commencé les premiers échanges, ils se sont dit, mais en fait, c'est vrai qu'on est tous convaincus de l'intérêt de développer les CPS et on a tous en même temps une entrée par notre prisme
et c'est bien normal, avec les ARS qui avaient une entrée évidemment colorée santé, avec souvent les conseils départementaux qui avaient une entrée un peu genre qualité de vie au travail, voilà. Et puis, évidemment, éducation nationale, on avait une entrée très pédagogique, réussite scolaire. Enfin, voilà, chacun venait finalement avec ses besoins et sa porte d'entrée. Et donc, ils ont trouvé que c'était extrêmement intéressant de croiser tout cela et de pouvoir cheminer ensemble. Et donc, en tout cas, ils ont pris conscience de cette nécessité de faire culture commune et ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Ce qui a pu aussi se dégager et ce qui a pu être fédérateur, c'était l'idée de se réunir autour de la démarche école promotrice de santé que Julie Barrois a citée tout à l'heure, qui est une démarche globale, systémique, positive, qui vise à développer les pratiques favorables à la santé au sens global des élèves. Et donc, c'était assez intéressant et finalement très en cohérence, puisque un des leviers majeurs de cette démarche école promotrice de santé, c'est évidemment le développement des compétences psychosociales. Donc, cette entrée était intéressante par son aspect systémique et par le fait que ça pouvait justement permettre de mobiliser tout le monde. Le choix de l'instance support a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Et justement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette préfiguration, c'est qu'il y a eu des choix très, très différents qui ont pu être faits dans les différents départements. Et je pense que c'est très positif parce que ça veut dire qu'ils s'en sont emparés aussi avec l'historique de chaque territoire sur les liens qui existaient et sur les instances qui étaient particulièrement peut-être dynamiques sur tel et tel territoire. Donc ça répondait bien aussi à notre objectif qui n'était pas de produire finalement un document modélisant à la fin, mais plutôt de partager des expériences différentes pour que chacun puisse s'en emparer d'une manière qui lui parle. Donc l'instance support, on a eu des choses assez différentes. Effectivement, parfois le comité départemental d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement. Ça a pu parfois prendre appui sur les comités locaux de santé, sur les comités professionnels territoriaux de santé, sur les comités locaux de santé mentale. Enfin voilà, il y a eu vraiment des propositions assez diverses. On a même eu un projet dans un département d'observatoire de la santé mentale qui a servi de support pour le lancement de ces cotères. Et donc là encore, voilà, des choix très très différents, mais qui ont permis à la fois de peut-être pas créer une nouvelle comitologie, parce qu'en effet, pour éviter cet effet millefeuille dont tu parlais, et le fait que voilà, il y a déjà beaucoup d'instances qui existent, et à la fois de faire évoluer, quand il y avait un choix d'instances existantes qui était fait, on a pu les faire évoluer pour qu'elles rentrent aussi dans les attendus des cotères, et notamment en général dans une démarche d'élargissement de ses membres. Donc le lien avec les autres instances a été particulièrement important. Il y a eu pas mal de réflexions que nous, on n'avait pas forcément anticipé aussi, effectivement, quand on travaillait au niveau national sur cette question, sur le choix du mode de réunion, parce que réellement, quand on prend vraiment dans le texte de manière très, très, très précise ce qui est demandé, et quand on le met en œuvre, finalement, il y a un nombre de personnes très, très important quand on réunit, si on réunit vraiment tous les secteurs, et donc sur un plan purement opérationnel, d'être en capacité à faire des choses. Ils nous ont dit, mais ça, en fait, c'est intéressant sur le papier, mais dans les faits, on a eu du mal à le réunir comme ça. Donc c'était intéressant aussi, évidemment, et donc avec, en général, des choix qui ont été faits d'avoir 1 à 2 fois par an une plénière, mais effectivement plutôt descendante, et puis un comité de pilotage réduit, en général effectivement avec le directeur académique pour le département éducation nationale, quelqu'un des ARS au niveau départemental et quelqu'un du conseil départemental. Ils m'ont dit aussi qu'en général, justement, ce qu'ils avaient apprécié, c'était que c'était des représentations d'assez haut niveau, donc ils montraient l'importance et l'investissement voilà, de tout le monde sur cette question-là. Et puis des groupes de travail spécifiques. L'importance du diagnostic, tu es revenu dessus sur ce diagnostic partagé pour définir des besoins et des priorités, qui là aussi ont été très divers finalement, et c'était très intéressant. On a des départements qui se sont centrés sur des thématiques, on a des départements qui se sont centrés sur, par exemple, des territoires. Donc,
On va prendre dans un premier temps l'éducation prioritaire, par exemple. Certains qui se sont centrés par niveau, on va commencer par investir massivement plutôt le premier degré, ça a été un choix qui a pu être fait, ou de travailler davantage avec une entrée santé mentale. Voilà. Donc des choix assez variés. Et là aussi, c'est intéressant, et pour moi, ça veut dire que ça fonctionne, parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment partis des besoins du territoire, et c'est ça qui est essentiel sur cette histoire d'écoterre. Donc voilà un premier retour de ce qui a pu être expérimenté dans 5 départements. Donc voilà pour ce retour. Comme c'est inédit, effectivement, voilà, j'imagine qu'il y a des questions, puisque l'écoterre, vous les découvrez un peu plus en avant. Est-ce que quelqu'un, au fond de la salle, s'il vous plaît, si on peut apporter un micro, effectivement, sur cet échelon essentiel du Coterre et cette organisation qui commence à se mettre en place. Est-ce que vous pouvez, oui, effectivement, nous rappeler qui vous êtes? Merci. Oui, donc Madame Stas, je suis référente CPS à la région ARS en Occitanie. Donc très intéressée par le Coterre qui a lieu en Haute-Garonne, puisque je n'en ai aucune information. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui à l'ARS s'y est allé asserrer. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des comptes rendus? Est-ce que, je ne sais pas. Oui. Dans tout ce qu'on va discuter et l'importance de la communication, ça commence très mal. Je ne suis pas au courant. Et j'ai ma collègue à côté de moi qui est de la Haute-Garonne, référente CPS. Jamais entendu parler. Ah, bon, alors... Bon, mais en même temps, ça se met en place. Merci, donc peut-être qu'il y a quelques petits couacs. Alors, je n'ai pas une connaissance fine, mais en revanche, voilà, il serait possible de chercher des informations, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre de manière très fine. Ce que je sais, c'est que les prises de contact ont eu lieu au niveau départemental, donc peut-être que c'est... alors, cela dit, je comprends que votre collègue est à l'échelon départemental. Alors, je demande au directeur académique concerné. Il y a un gros travail là qu'on a fait avec les 2 rectorats, parce que nous on a 2 rectorats, sur notre convention ARS Éducation nationale, où on part vraiment des CPS et où on est vraiment partis ensemble là-dessus. Donc bon, ça me gêne un petit peu quand même qu'on ne soit pas au courant. Je ne comprends pas. C'est sûr qu'il y a un gros enjeu de communication et peut-être aussi à l'intérieur de l'ARS, encore une fois, le sujet concerne beaucoup de collègues différents et c'est peut-être pas tombé. Alors là, pour le coup, en Occitanie, si vous voulez, je suis bien reconnue comme étant la référente et ça fait un bout de temps déjà que je communique avec tous les services de l'ARS. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait... Puis éducation nationale, je suis référente éducation nationale. Donc, vous voyez. Bon, il va falloir éclaircir ce point. C'est vrai. Exactement. Que c'est curieux. C'est un peu curieux. Bon, bah écoutez, voilà, il va falloir effectivement trouver le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a d'autres questions effectivement sur ces Coterres, en espérant que vous soyez plus informés sur ce point? Bonjour, Nicole Carlotti, directrice de la santé à la collectivité de Corse. J'ai 2 questions. La première, c'est dans le COPIL régional. Pourquoi les collectivités territoriales ne sont pas associées? Parce que sur l'échelle régionale, je pense qu'elles ont toute leur place, ne serait-ce que par leur fonction de formation, leur place dans l'université, les lycées, les établissements du secondaire. Et justement, ce serait peut-être plus facile de les convaincre et de les associer si dès le départ ils étaient dans le premier cercle. Ça c'est ma première question, voilà. Et la deuxième, par rapport au copilotage sur les Coterres, bon, nous en Corse c'est encore un petit peu compliqué, mais j'imagine qu'il n'y a pas que chez nous. Et la question surtout que je souhaitais poser, parce que c'est mon principal problème depuis que je travaille sur les compétences psychosociales, c'est est-ce que c'est chez vous toujours le directeur de l'enseignement qui participe à ces Coterres pour les rectorats, ou est-ce qu'il y a la santé scolaire? Parce que nous, nos principaux problèmes viennent avec la santé scolaire, mais on les a systématiquement. Nous n'avons jamais eu l'entrée pédagogique, je dirais. Voilà. Oui, alors sur la première question, encore une fois, voilà, c'est à adapter à la réalité et aux envies locales. Ici, on parle du copilotage qui est ARS Académie. Ça n'empêche pas, bien sûr, la participation d'autres acteurs et notamment
le conseil régional. On ne l'a pas identifié dans un premier temps parce qu'on n'est pas sur une instance. On imaginait plutôt une animation régionale, donc qu'il puisse y avoir des séminaires, des événements en fait, autour des CPS qui soient proposés par le niveau régional. Donc ça ne demande pas forcément qu'il y ait trop de personnes au pilotage de cela. Encore une fois, bon, ça dépend de l'envie aussi de s'impliquer de la collectivité territoriale. Il nous semblait, bon, bien sûr, indispensable qu'au niveau départemental, le conseil départemental soit bien identifié. Donc on l'a dit, au titre de la PMI, mais pas seulement, aussi pour aussi ses autres compétences dans le domaine social, pour toute son implication sur les jeunes en difficulté en particulier. Donc c'est pour ça qu'on l'a identifié plutôt au copilotage au niveau territorial. Mais au niveau régional, encore une fois, il n'y a pas d'exclusion et il s'agit plutôt en fait d'être un peu opérationnel, puisque comme le dit Claire aussi, on a quand même un enjeu de faire fonctionner les instances. C'est pas facile à plusieurs et voilà, c'est à partir aussi un petit peu de ce constat. Je te laisse la deuxième partie. Oui, sur la deuxième partie. Alors, donc, nos directeurs académiques, donc les DAZEN, n'ont pas encore été formés, hein, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, ils vont l'être dans les semaines à venir sur cette question des quotaires, mais l'objectif chez nous, c'est bien que ce soit les DAZEN qui soient au pilotage, pour la raison que vous avez citée. En tout cas, c'est le message qu'on va leur faire passer, et les 5 DAZEN qui ont préfiguré, c'est bien tout l'intérêt qu'ils y ont vu. Voilà. Et en effet, et je dis ça, bon, il se trouve qu'au sein de mon bureau, j'anime le réseau des infirmiers et des assistants de service social, donc je ne veux évidemment pas nier ni leur expertise, ni leur engagement historique sur ces questions-là. Hein. Je leur dis souvent, ce sont des experts. Néanmoins, c'est vrai que nous, on essaye d'élargir cette question, et l'idée, c'est que ce ne soit pas porté que par la santé, parce que sinon, on ne va pas y arriver dans les classes. Donc, en effet, c'est bien censé être les directeurs académiques qui pilotent. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire accompagner. Mais par exemple, dans les délégations académiques CPS qu'on a mentionnées tout à l'heure, elles sont formées normalement d'un inspecteur du premier degré, d'un inspecteur du second degré, d'un chef d'établissement du second degré et d'un conseiller technique, social ou de santé. Donc, vous voyez, c'est un personnel sur 4. Encore une fois, on bénéficie de leur expertise, évidemment, avec tout ce qu'ils font depuis des années. Il ne s'agit surtout pas de les laisser sur le côté. Mais en tout cas, il y a une réorientation pédagogique. Merci pour cette réponse. Alors, on va continuer. Il y a une petite question. Après, malheureusement, bon, je pense qu'on va voilà, très rapide sur la dernière séquence parce que nous avons un programme à tenir. Merci. Oui, bonjour. Hervé Meur, je suis référent CPS à l'Agence régionale de la santé PACA. Pour appuyer les quotaires au niveau territorial, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'instance dédiée à la prévention déjà existante au niveau territorial. Et est-ce que... Voilà, parce que là, les instances que vous avez citées, et on arrive aux mêmes conclusions dans notre région, elles ont toujours un côté qui rend l'animation d'un quotaire CPS complexe. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça serait l'occasion de cette stratégie, on le voit qui est quand même... sur des temps longs, de démarrer sur une instance de prévention territoriale dédiée à la santé de l'enfance et des jeunes, qui commence sur les CPS et qui puisse après entraîner sur d'autres thématiques. Alors encore une fois, hein, c'est vraiment à votre main. Je pense que dans un certain nombre de régions, il y a quand même une instance qui correspond à ce que vous décrivez.
Donc, en PACA, je comprends que ça n'existe pas en tant que tel et c'est peut-être à créer. Bon, alors, du coup, le sujet dépasse les seuls CPS. Ça paraît bien sûr intéressant d'avoir une instance qui réunit les différents acteurs autour des sujets de prévention. Donc, moi, je vous dirais plutôt, oui, ça paraît très intéressant, allez-y. Mais encore une fois, je pense qu'il y a d'autres collègues qui pourraient peut-être vous témoigner de leur propre expérience en la matière. Pour compléter, nous, au niveau éducation nationale, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement est normalement un comité qui fonctionne qui s'occupe de la mise en œuvre de la démarche école promotrice de santé. Donc on est bien dans cette démarche-là. Après, en effet, nous, il s'agissait de ne pas imposer une nouvelle comitologie. Ça ne veut pas dire qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas faire évoluer si on prend pour support une instance existante. Mais effectivement, après, je pense que chaque territoire doit pouvoir s'organiser comme il le souhaite. Une certaine liberté dans l'organisation. On va passer à la formation qui est au cœur de ce séminaire, une formation de qualité pour accompagner CPS. Donc vous allez nous présenter. Alors, je vais vous demander je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup de temps pour les questions-réponses puisque le temps file, et de nous présenter donc ce que vous pensez d'efficace en termes de formation. Et on commence avec l'éducation nationale, ce qui est un peu logique. Je vais être très synthétique. C'est juste pour vous faire un petit compte-rendu de ce qui a été travaillé dans le cadre du groupe de travail interministériel sur la formation des professionnels au CPS. Et donc, nous avons produit plusieurs documents qui ne sont pas encore publiés parce que, voilà, on a beaucoup de... Comme vous avez vu tout à l'heure, le schéma, on a beaucoup de points qui nous occupent, mais ils sont quasiment finalisés. Donc, un document cadre qui reprend les grands principes d'une formation CPS de qualité, qui évidemment prend appui sur les référentiels de Santé publique France. Et puis nous avons prévu aussi une charte de labellisation des formateurs CPS pour permettre aux professionnels de se repérer dans le nombre très 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 important de sollicitations qu'on reçoit, en tout cas nous, dans les établissements scolaires pour des interventions CPS, donc qui prend appui aussi sur ces critères évidemment. Et puis avec Santé publique France, évidemment, il y a le projet de création d'un pool de formateurs nationaux qui pourra intervenir en appui de formateurs métiers, parce que, j'allais dire, moi je défends, mais je pense que c'est une position commune, et Julie va y revenir, l'idée qu'à un moment, en tout cas nous, dans l'éducation nationale, on a une culture très forte, et donc il y a un moment où il va falloir qu'on ait des formateurs éducation nationale, donc on y travaille aussi par le biais des délégations académiques. En complément, juste pour revenir sur les enjeux de cette question de la formation des professionnels, donc il s'agit de former tous les professionnels, toutes les catégories de professionnels, et c'est ça qui est quand même assez complexe. Il y a aussi à la fois un effort à mener en formation initiale et en formation continue. Donc ça implique au niveau des ministères quand même des services qui sont différents. Et ça explique aussi le temps depuis la publication de l'instruction interministérielle qui a été nécessaire en fait pour qu'on puisse travailler ces éléments-là qui sont quand même très complexes. Les collègues des différents secteurs ministériels nous ont quand même dit aussi que c'était pas forcément toujours à leurs mains. Donc, par exemple, la direction des sports nous signalait que les contenus de formation étaient à la main des régions chez eux. Et donc, du coup, ils ne pouvaient procéder que par sensibilisation de l'échelon régional et pas par voie réglementaire. Il y a aussi des choix et des priorisations à mener. Donc, la DGEFP, de son côté, nous signalait qu'ils allaient commencer par la formation continue parce que bouger les contenus de formation en formation initiale, là aussi, ça demandait quand même beaucoup de temps. Il y a des procédures pour les révisions, des calendriers dans lesquels il faut s'inscrire. Donc là aussi, du temps. Et puis aussi, ce temps peut être mis à profit pour pouvoir, dans l'intervalle, sensibiliser les professionnels avant de les former, sensibiliser leurs représentants, aussi accompagner, puisque on l'a dit, c'est un changement de position de l'adulte par rapport à l'enfant. Et en fait, ça ne va pas pouvoir se prescrire, ça doit vraiment s'accompagner. Et ça, on le voit très bien. Alors, vous pourrez d'ores et déjà le consulter, puisque c'est un document qui a été publié, la feuille de route de l'enseignement agricole.
insiste beaucoup là-dessus et donc prévoit que les formations soient assorties de coaching. Et donc, en fait, c'est pour vraiment accompagner les professionnels dans ce changement de paradigme. Et puis, dernier élément, bien sûr, capitaliser sur l'expérience déjà acquise, puisqu'on a quand même un certain nombre de professionnels qui sont déjà au fait, qui ont déjà eu l'occasion de participer à des programmes. Et du coup, bien sûr, il faut profiter de cela et les intégrer autant que possible à l'effort pour sensibiliser et former leurs collègues. Et puis, on peut imaginer aussi des formations croisées entre secteurs, ce qui peut aussi être une bonne occasion d'améliorer les collaborations entre secteurs. Voilà. Et puis bon, pour rappel quand même, les CPS, qu'on travaille avec un objectif de renforcer les CPS pour les enfants, ça a un effet, on le sait, pour les adultes eux-mêmes, pour aussi un mieux-être au travail. Et c'est aussi un objectif très, très sympathique. Oui, pas que les jeunes et les enfants, effectivement, pour tout le monde. Soit, effectivement, on peut. Est-ce que voilà, il y a quelques questions, soit on les prend, soit vous allez en pause et vous allez voir mesdames Barois et B autour d'un petit café. Voilà, je vous laisse parce que effectivement, encore une fois, le temps nous est un peu compté. Donc, est-ce que vous préférez qu'on parte en pause et qu'on se retrouve à 11h15, parce qu'il vous reste plus que 10 minutes. Oui, excusez-moi, voilà, j'ai vraiment peu de temps. Donc, sauf s'il y a une question, vous les prendre et on va y répondre. Voilà, il y a plein de questions, évidemment, c'est sûr que ça intéresse. Par là-bas, et puis on raccourcira la pause, on va voir, on va composer. Allez-y, mesdames. Oui. Bonjour, Sylvie Imbert, donc de l'ARS Grand Est. Moi, j'ai juste une petite question. Vous avez dit donc la feuille de route de l'enseignement agricole était publiée. Est-ce qu'on peut y accéder et comment ? Avant qu'elle soit mise en commun dans le guide que vous avez indiqué tout à l'heure ? Alors, on a effectivement un enjeu de visibilité des différents documents. Donc là, pour l'instant, la feuille de route enseignement agricole est sortie la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout récent. Et l'enseignement agricole, pour l'instant, la diffuse dans son propre réseau. Je pense qu'elle est disponible sur leur site internet, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de pouvoir vous mettre les différentes feuilles de route très, très rapidement donc sur notre site internet santé.gouv.fr et avoir un document qui puisse donc les rassembler en un tout, peut-être avec un petit texte introductif aussi qui puisse servir de chapeau et peut-être donner certains points de précision qui seraient nécessaires. Mais oui, il y a un enjeu de visibilité, que vous puissiez bien avoir tous les éléments. Sans attendre, nous, on peut déjà faire une diffusion au réseau des ARS, mais ça serait quand même important qu'on puisse trouver ça en ligne. Merci beaucoup. Une autre question, madame ? Bonjour, l'ARS Normandie. J'aimerais juste savoir une question. Est-ce que les délégations académiques là, sur les CPS, elles sont en place actuellement sur toutes les régions ou c'est en cours ? Elles ont été créées en mai 2023, donc il y en a dans toutes les académies. Désolée. Quelle forme ça prend ? Parce que honnêtement, nous, on n'est pas au courant non plus. Eh bien, on a une référente CPS. De 1 à 4 personnes qui sont donc nos relais en académie. Donc c'est un réseau qui est animé par mon bureau. Et donc vous pouvez les contacter. Alors si vous ne savez pas qui, parce que je ne sais pas si c'est affiché sur leur site, ça pas forcément. Mais si vous ne savez pas qui contacter, vous entrez par les conseillers techniques sociaux et de santé que vous connaissez déjà sûrement, j'imagine. Pas forcément. Si, excusez-moi. D'accord. En général, il y a un contact avec le médecin ou l'infirmier. Non, mais nous, on a une référente. Je veux dire, la rectrice a nommé une référente, mais nous, on a une notion d'une personne, quoi, pas d'un comité, donc c'est pour ça. Ouais. On a 4 personnes qui sont venues normalement par académie au mois de mai quand on les a créées et formées pour la première fois. Après, il y a pu y avoir des disparités selon les académies et après, ils ont peut-être fait une porte d'entrée. Voilà. Merci.
Bonjour, je travaille également dans une ARS pour la Nouvelle-Aquitaine et je profite de ce moment ce matin pour vous poser une question, un besoin d'éclaircissement, parce qu'en délégation départementale, on s'est déjà rapproché de l'équipe académique du rectorat et c'est très intéressant, on a pu commencer à travailler avec eux parce que ça fait mutualiser les ressources, donc ça c'est super. Par contre, j'ai entendu une information que j'ai sûrement peut-être mal comprise, c'est-à-dire que depuis septembre 2023, c'est compliqué pour les enseignants de se former sur le temps scolaire. On leur demande de ne plus se former sur le temps scolaire. Et de ce que j'ai compris, c'est que ces équipes académiques, elles sont toutes personnelles de l'enseignement national. Donc eux-mêmes, c'est difficile pour eux d'envisager de former sur les vacances, en fait. C'est parce que tout le monde a envie de prendre ses vacances, enseignants ou formateurs. Et alors, moi, ça m'a un petit peu fait peur, ce document. Alors voilà, j'imagine que vous le connaissez bien. Et j'en ai pas su plus, mais j'ai peur que ça soit un véritable frein, en fait, pour le travail, tout le travail qu'on va aborder sur cette question de la formation, puisque c'est déjà un frein, hein, c'est compliqué, on sait, de remplacer les enseignants pour qu'ils partent en formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup. Oui, alors mais justement, l'idée, c'est de ne plus les remplacer. C'est-à-dire qu'en effet, on est sur une phase d'évolution assez nette, hein, des modalités de formation des enseignants. Donc, ce n'est pas les CPS, c'est sur tout sujet. L'idée, c'est de ne pas impacter le face-à-face pédagogique, hein, et donc de ne pas supprimer d'heures de cours. Alors, pour vous faire un résumé très rapide, jusqu'ici, actuellement, c'était déjà le cas dans le premier degré pour la quasi-totalité des formations se faisait le mercredi après-midi, par exemple. Et dans le second degré, pas du tout. C'était vraiment à n'importe quel moment de la semaine avec des cours qui étaient supprimés. Voilà. Donc là, la modification fait qu'en effet, on demande à ce qu'il n'y ait pas de cours supprimés pour accéder à une formation. Donc ça veut dire toute une réorganisation de notre part. Alors en effet, on va investir pour partie certains temps sur les vacances scolaires. Donc ça fait beaucoup parler, vous l'imaginez bien. Mais ce n'est pas la seule possibilité. En réalité, il y en a bien d'autres. Un professeur du second degré, vous savez, il fait entre 18 et 20 heures de cours. Le reste, c'est du temps de préparation, de correction, etc. Donc il y a des possibilités voilà, des petites souplesses d'emploi du temps qui permettent de modifier des choses et qui permettent... On peut aussi, nous... Un des leviers qu'on a trouvé, c'est de dupliquer des formations sur plusieurs créneaux, parce que justement, en général, un enseignant dans le second degré, il a 1 à 2 demi-journées de libre dans la semaine. Donc, en dupliquant des créneaux, on arrive à toucher. Voilà. Donc, en effet, c'est une complexité. Je pense que c'est une complexité qui est dans l'intérêt des élèves, hein, in fine. Mais donc voilà. Vous soulevez un vrai problème et malheureusement, on ne va pas pouvoir le régler tout de suite. Je vous propose, c'est pas sans solution. Voilà, vous en avez détaillé quelques-unes. Je vous propose quand même 10 minutes de pause et puis après, on se retrouve donc dans 10 minutes. Donc, il est 13, donc à les 11h23, 24, à tout de suite. Merci mesdames, on peut applaudir ces dames, merci. Merci pour cette présentation, merci beaucoup.